Et puis vous avez ici le glacier des Bossons qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. Donc je replie un petit peu la carte, comme ça. Là vous avez l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Et puis nous on s'est garé juste au-dessus, là où il y a le P, quoi, en gros. D'accord ? Et puis là on vient d'arriver donc à la buvette du Cerro. Puis ensuite on prendra le sentier qui zigzague en rouge, là comme ça, qui remonte donc en direction de l'amont sur le versant. Donc cette buvette du Cerro, c'est l'une des buvettes qui est installée à proximité des glaciers dans le massif du Mont Blanc. Vous en avez une autre en face. Ce sont des petits lieux touristiques qui sont apparus au 19e siècle, au moment où le tourisme en montagne a commencé à se développer, en particulier avec les classes, disons, bourgeoises anglaises, les Suisses qui ont beaucoup fréquenté donc cette région du massif du Mont Blanc, et c'était une façon donc d'accueillir le touriste qui était amené soit à pied, soit qui venait à dos de mulet depuis Chamonix, depuis les hôtels de Chamonix, jusque sur ces lieux qui permettaient d'admirer donc ces glaciers qui faisaient la réputation de la vallée de Chamonix. Quel est le problème ici? On voit plus le glacier. Donc cette buvette, c'est son lieu historique en quelque sorte. Elle fonctionne parce que des gens viennent voir le glacier, mais on n'y voit plus le glacier. Donc qu'est-ce qui a été fait? Le sentier qui part en direction de l'amont permet aux gens qui viennent à la buvette de voir le glacier. Évidemment, ceci, ça illustre quoi? Le recul. Alors le réchauffement climatique, mais surtout d'abord le recul des glaciers, d'accord? Donc vous avez là une manifestation sans que vous ayez de documents historiques, de photos de 1850 ou de mesures de la position du front du glacier. Vous avez une manifestation spatiale, vous êtes des géographes, une manifestation spatiale de ce recul du glacier. La mise en tourisme de cet espace-là demande à être modifiée, demande à ce que cet espace soit modifié pour qu'il puisse continuer à avoir cette fonction touristique. Donc de la buvette, on ne peut pas, alors la buvette n'a pas été déplacée évidemment, mais on ne peut plus voir le glacier, donc les propriétaires, en tout cas les usagers de la buvette, ceux qui l'utilisent, donc ont poursuivi le glacier. Donc on va aller un petit peu plus à l'amont pour voir le glacier, puisque d'ici on ne le voit pas. Un petit morceau du glacier. Évidemment, si je viens de Londres, aujourd'hui les déplacements sont évidemment plus rapides, mais si je viens de Londres pour voir le glacier des Bossons et que j'en vois ça, c'est un peu décevant quand même. Donc ce point de vue qui a été mis en place donc, dans les années 90 pour justement permettre aux touristes de mieux voir le glacier lui il a continué à reculer depuis ce temps-là. Donc quand le point de vue a été construit ici, effectivement le glacier occupait tout l'espace qui est en contrebas, donc on en avait évidemment une vision qui était autre qu'aujourd'hui. Maintenant, on n'en voit simplement qu'un tout petit bout. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez peut-être vu avec le panneau qui est juste à l'intersection, il y a un second point de vue. Et bien on va y aller. La langue qui nous est ici visible, eh bien, elle est quand même somme toute réduite. Néanmoins, vous commencez à entrevoir ce qui était l'espace qui était occupé par le glacier jusque dans les années 80. Tout le secteur donc, qui se trouve en dessous de la partie végétalisée sur le versant d'en face était occupé par le glacier. Donc les petits arbustes qui sont également à l'aval du glacier sur les différents replats avec les affleurements rocheux que vous voyez entre ces arbustes, eh bien évidemment se sont développés eux également depuis que le glacier s'est retiré. Dans les années 80, tout ceci était recouvert par la glace. Et le glacier des Bossons est l'un de ceux qui manifestent les retraits ou éventuellement les avancées à certaines autres périodes les plus rapides. Ceci parce que c'est un glacier qui est très raide, il descend directement du sommet du massif du Mont Blanc, du sommet du Mont Blanc lui-même, donc à 4008. Et là, le front se trouve à peu près à 1600, quelque chose comme ça, quoi.
Donc vous avez plus de 3000 mètres de dénivelé, avec une distance évidemment qui est relativement faible. Et donc on a un glacier qui du coup réagit vite lorsque les conditions climatiques sont défavorables. Lorsque le bilan de masse, on avait parlé du bilan de masse glaciaire lors de la première séance, lorsque le bilan de masse glaciaire est négatif pendant plusieurs années, c'est-à-dire lorsque l'accumulation est insuffisante à l'amont pour compenser l'ablation à l'aval, eh bien à ce moment-là, le glacier va à la fois voir sa surface s'abaisser et son front se retirer. C'est ce qui se produit en gros depuis les années 80. Le maximum d'extension du front du glacier des Bossons pour la dernière période, c'est 1983. Et donc depuis 1983, il tend à reculer. Donc on a un front de glacier qui depuis quelques années est relativement stable. Il a même légèrement réavancé en 2014-2015, du fait justement de ces conditions de bilan plutôt positifs. Et cette réavancée s'est traduite par un relatif déséquilibre mécanique du front. Et c'est détaché donc du front, une partie du front, à peu près 100 000 m3 de glace, donc c'est un beau volume, 100 000 m3 quand même, qui a dévalé donc le vallon dans lequel nous nous trouvons et qui est allé jusqu'en bas. On le verra un peu mieux quand on redescendra dans l'après-midi en dessous du chalet du Cerro.
marge proglaciaire, c'est l'espace qui a été occupé dans la période très récente. Alors très récente, après on peut définir ce qu'est le très récent. Là où nous sommes, c'est vraiment très récent, c'est il y a quelques années seulement. En contrebas et derrière vous, donc la marge proglaciaire se poursuit jusque dans l'espace qui est délimité par les deux grandes moraines. On en parlera dans un instant. Donc la marge proglaciaire, en fait, c'est l'espace, disons, qui a été affecté par les fluctuations du glacier dans les dernières décennies. Et donc il y a, disons, un peu plus de 150 ans, eh bien, le glacier arrivait donc très bas. Donc tout cet espace qui se développe en gros entre le parking où nous avons laissé les voitures et les moraines qui se trouvent à proximité donc, et le front du glacier, donc s'intitule la marge proglaciaire. Alors dans cette marge proglaciaire, on a de nombreux témoignages de l'activité du glacier. Et en particulier, donc, les témoignages, eh bien, ce sont les formes qui résultent de l'action du glacier. Il y a une distinction de formes entre les formes dites d'érosion, c'est-à-dire celles qui résultent de la matière qui est enlevée par le glacier sur le substratum rocheux. Et les processus qui sont responsables de ça, ce sont ceux qu'on a commencé à étudier mercredi. Donc l'abrasion, le débitage, il nous reste à voir l'action des eaux sous-glaciaires. Et puis il y a des formes qui résultent, au contraire, de l'accumulation de matière par le glacier. Les deux peuvent être mêlés, et c'est le cas ici dans la marge proglaciaire. Ces barres rocheuses, évidemment, ce n'est pas le glacier qui les a créées, elles existent en fonction des conditions de la lithologie, de la tectonique, donc la qualité de la roche, la fracturation de la roche. Mais le glacier, lui, a exploité ces barres rocheuses et en a fait des roches moutonnées. Et donc là, vous êtes sur des roches moutonnées. Alors qu'est-ce qu'une roche moutonnée? Eh bien, c'est un affleurement rocheux qui a été poli en quelque sorte par le glacier sur la face amont. Et c'est le cas de la face qui est derrière moi, devant vous. Et au contraire, la face aval de la roche moutonnée, elle, a été érodée du fait de l'action du débitage. Donc on a vu abrasion avant-hier, débitage, et bien vous avez là la manifestation donc de ce qu'est cette combinaison donc de processus d'abrasion à l'amont, débitage à l'aval. Alors ça, ce sont pour, disons, la principale forme d'érosion liée à l'action du glacier. Pour ce qui est des formes d'accumulation, ici c'est un petit peu plus difficile à distinguer, donc on va plutôt se tourner de l'autre côté. La barre rocheuse sur laquelle nous sommes, qui a été façonnée en roche moutonnée, et puis la partie trouve en bas, il y a une autre série de barres rocheuses qui sont étagées et qui ont été donc là encore soumises à l'action de l'érosion, soit abrasion, soit débitage dans les conditions que j'ai évoquées. Par exemple, celui-ci, vous voyez, il est nettement moins anguleux. Eh bien, c'est probablement un galet qui, lui, a subi cette action de l'érosion sous-glaciaire. Pas de manière extrêmement poussée. On arrive encore à reconnaître la forme. Donc, on pourrait dire ici que c'est un bloc qui est subanguleux. Mais vous voyez que par rapport aux blocs qui, eux, sont très aigus au niveau de leurs arêtes, eh bien, on a une différence. Par exemple, si vous regardez devant nous, là, vous voyez qu'on a une série de blocs très grossiers qui forment une sorte de cordon. Si on descend, là il faut descendre, il faut remonter et ensuite ça redescend derrière. Et bien ce cordon qui est là, qui est en train de serpenter en quelque sorte et qui passe sous l'énorme bloc qui se trouve à notre gauche, et bien c'est une moraine qui témoigne qu'à un moment donné, le glacier stationnait à cet endroit-là et évidemment les blocs qui étaient sur le glacier eh bien, sont tombés au front du glacier et ont formé donc ce cordon, cette moraine qui témoigne donc de cet état de stationnement. Voilà une illustration à très grande échelle de ce qu'est la roche moutonnée. Vous voyez donc une partie qui est lisse et puis là, hop, un bloc qui a été arraché, donc c'est du débitage. Là ici, à nouveau, c'est rugueux, alors que dans la partie supérieure, donc c'est lisse. On a également des plaquages ici, vous voyez, de précipitations carbonatées. Le principal émissaire du glacier, c'est-à-dire le principal ruisseau ou cours d'eau
qui résulte de la fusion du glacier, eh bien c'est celui qui sort juste en dessous de nous là. En effet, il y en a un deuxième qui sort au front, qui est un petit peu plus à l'aval de là où nous nous trouvions tout à l'heure, mais qui est de moindre dimension. Donc ça illustre aussi la diversité du drainage, de la circulation des eaux à l'intérieur d'un glacier, qui peuvent sortir finalement plus haut que le point le plus bas du glacier, en fonction de l'organisation de ce drainage. Ici, ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment le fait que vous avez la manifestation du retrait très récent du glacier. Vous voyez où sont les deux personnes qui sont là-bas, vous voyez qu'elles sont sur un cordon morainique qui est déposé sur le sommet de la roche moutonnée, qui se poursuit jusqu'en dessous de là où nous nous trouvons. Vous voyez le petit cordon qui est en dessous de nous, là, constitué plutôt par des matériaux plus fins, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure en bas. Et donc on a là la preuve que le glacier, à un moment donné, très probablement l'année dernière, se trouvait juste en dessous de là où nous nous trouvons. C'est-à-dire que l'albédo de la glace est évidemment assez élevé. Une large partie du rayonnement solaire incident est renvoyée donc en direction de l'atmosphère et réfléchie. En revanche, quand on a une couverture très sombre, comme c'est le cas ici, au contraire, il y a une absorption. Et donc il y a une accélération de la fusion de la glace lorsqu'il y a une très faible épaisseur de débris, comme c'est le cas ici. Donc là, c'est plutôt un handicap pour le glacier qu'il y ait ce type de matériel à sa surface. Et aujourd'hui, les glaciers tendent à se couvrir de débris. Pourquoi ? D'une part, parce que leur bilan de masse est très négatif. Leur bilan de masse est négatif, entre autres parce que l'ablation est forte. Si l'ablation est forte, c'est que chaque année, une lame de glace qui va faire 3, 4, 5, 10 mètres d'épaisseur éventuellement va disparaître. Cette lame de glace, elle peut contenir des débris rocheux. Pas en grand nombre, mais elle peut en avoir un peu. Et évidemment, les débris rocheux, eux, ils ne fondent pas. Donc ils se retrouvent à la surface. Et chaque année, il y a un peu plus de débris à la surface. Je vous ai amené ici, c'est pour que vous vous rendiez compte de quoi sont construits les moraines. Donc on a vu les formes que représentent les moraines depuis le haut, donc un flanc externe, celui qui est couvert par la forêt derrière vous, qui est avec une pente de l'ordre de 30-35 degrés, et puis un flanc interne qui généralement est beaucoup plus raide, parce qu'il subit l'action de l'érosion. En effet, le glacier était ici il y a quelques décennies, disons un siècle, et donc du coup la stabilisation de la face interne de la moraine est en cours. Elle est en cours, vous voyez qu'en face par exemple, la moraine réellement ce n'est que la partie haute de ce qui nous fait face. En fait, la partie basse qui est largement végétalisée, comme vous le voyez, eh bien ce sont des matériaux qui se sont décrochés de la moraine et qui s'accumulent sous forme d'un talus d'ébouli au pied de la moraine. Et donc on a la stabilisation qui est en cours de cette moraine en face. Lorsqu'il n'y aura plus de corniche dans la partie sommitale, lorsque tout sera recouvert par un talus d'ébouli, eh bien cette moraine sera devenue complètement stable. C'est la même chose sur la moraine sur laquelle nous sommes, mais l'endroit où nous nous trouvons permet d'observer de quoi est constituée une moraine. Et donc une moraine, je l'ai laissé entendre en cours, elle est constituée de till, c'est-à-dire de matériaux déposés par le glacier, matrice qui est constituée justement par du sable, des siltes, de l'argile. Et c'est ce qui donne la cohésion à cette moraine, c'est ce qui fait que vous le voyez, certains blocs qui sont largement déchaussés restent néanmoins fichés pour le moment dans la moraine, comme s'ils étaient un peu dans un ciment, dans un béton. Débriefing de la sortie. Alors moi je suis Salomé Berger, je suis élève dans la promotion de deuxième année des géographes et je gère aussi Fernweh Adventures. Bon, pour aujourd'hui c'était une petite sortie sympa. Ce qui est plutôt sympa ici c'est justement de voir le terrain, tout ce qu'on nous raconte. Salut, donc on est tous les 4 membres de l'AGS, l'association des géographes de Savoie. Et donc on a eu une sortie terrain aujourd'hui mis en place par notre professeur pour voir plus concrètement les choses. De la cryosphère, c'est assez dur. Physique, c'est assez dur, lors de la montée assez, surtout, mais sinon assez c'est sportif. sympa. Mais c'était super intéressant et on a vu plein de trucs cool. On remercie Monsieur Deline ainsi que tous nos camarades pour leur soutien moral.